Vladimir Poutine et ses alliés du Kremlin pensaient avoir la stratégie gagnante pour la guerre en Ukraine cet hiver. La destruction continue des infrastructures énergétiques de l'Ukraine serait la clé, avec des drones et des missiles combinés pour plonger le peuple ukrainien dans une obscurité glaciale. La Russie devait savoir que l'Ukraine ne resterait pas les bras croisés. Et en janvier, la Russie a franchi la ligne rouge en frappant durement Kiev. La réponse de l'Ukraine est arrivée dans la nuit du 5 janvier, et elle a été brutale et dévastatrice. Les frappes aériennes russes se sont intensifiées ces 2 dernières semaines, après une attaque en janvier, contre le réseau énergétique ukrainien. Le Kremlin a même exposé son plan insensible, un plan visant à exercer une pression sur l'Ukraine pour la forcer à venir à la table des négociations. Alors que missiles et drones fusaient, quel était le porte-parole favori de Poutine ? Dmitri Peskov a fait écho aux pensées de son patron, affirmant que la situation se détériore de jour en jour pour le régime de Kiev, avant de déclarer que le couloir de prise de décision de l'Ukraine se rétrécit. La Russie continuera de frapper le réseau énergétique et l'Ukraine devra négocier si elle ne veut pas que sa population gèle. Avançons jusqu'au 20 janvier, et la Russie a poursuivi sa frappe du 9 janvier contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, avec une autre attaque rapportée par The New Voice of Ukraine. C'était l'une des frappes les plus importantes de la Russie. Kiev elle-même a été attaquée avec des missiles balistiques, ce qui a provoqué d'énormes explosions assourdissantes à travers la ville. Au moins un incendie s'est déclaré, et des perturbations de l'approvisionnement en eau et en électricité de la ville ont été signalées sur la rive gauche de Kiev. Au moment où l'assaut russe a pris fin, l'Ukraine a compté parmi les projectiles envoyés par la Russie des missiles balistiques, 15 missiles de croisière, un missile Zircon et 339 drones d'attaque. La frappe brutale et forcée de la Russie a été un succès, même si elle n'a pas été aussi réussie qu'elle aurait pu l'être, comme vous le découvrirez si vous regardez notre vidéo. L'Ukraine a remarquablement empêché la plupart des missiles et drones russes d'atteindre leur cible le 20 janvier. Certains ont atteint leur cible, mais la majorité des dégâts a été atténuée. Ce n'est pas pour autant que cela calmerait la colère de l'Ukraine. La vengeance devait venir, et elle serait brutale. Alors continuez à regarder pour découvrir ce que l'Ukraine a fait en réponse. La Russie est encore loin d'en avoir fini. Le 4 janvier, elle a frappé de nouveau. Encore une fois, seulement quelques heures après que des diplomates ukrainiens, russes et américains se soient rencontrés à Abu Dhabi pour voir s'ils pouvaient parvenir à un accord ressemblant à un cessez-le-feu. La Russie a démontré que ses déclarations en faveur de la paix sont absurdes. De nouveaux missiles et drones ont frappé l'Ukraine. Les sirènes de la défense aérienne retentissaient. Des explosions ont de nouveau secoué Kiev, poussant un diplomate européen à affirmer que Moscou envoie un message écrit avec le feu. C'est ainsi que Poutine négocie, non pas avec des mots ou des promesses légitimes, mais avec encore plus de morts, alors qu'il tente d'épuiser son ennemi. La dernière frappe a plongé Kiev dans l'impasse. Comme l'a rapporté le Kyiv Post le 5 janvier, la frappe du 24 janvier, à elle seule, a coupé le chauffage de 6000 bâtiments de la ville, tout en privant d'électricité 88 000 foyers. Les équipes d'urgence, épuisées chaque nuit, tentent de rétablir l'électricité pour le plus de personnes possible. Il est toutefois indéniable que la première phase de la stratégie russe fonctionne. Les missiles et drones du Kremlin coupent massivement chauffage et électricité. Mais Poutine n'obtient pas la rupture de la volonté ukrainienne qu'il espérait. La triste réalité pour l'Ukraine, c'est que ces frappes sur les infrastructures énergétiques peuvent aussi être le résultat du passé du pays. En tant qu'État soviétique, aussi réticent que le peuple ukrainien ait pu être à tomber sous le joug soviétique, surtout vers la fin de l'Union, la BBC affirme qu'il est probable que l'urbanisme soviétique contribue à rendre la stratégie hivernale de la Russie si efficace. La forte dépendance des immeubles d'habitation au chauffage central collectif à Kiev est un problème majeur. Cette structure extrêmement soviétique consiste à chauffer l'eau hors site avant de la pomper dans les radiateurs de milliers de foyers. Le fait que la Russie attaque les centrales où ce chauffage est produit est un moyen facile de priver les habitants de Kiev de leur chaleur. Des générateurs et batteries offrent des solutions temporaires lors de coupures, rapporte la BBC. Mais les attaques contre les centrales de chauffage sont un problème bien plus grave. La peur, c'est ce que Poutine veut répandre en Ukraine. La Russie a bombardé Kiev et d'autres villes ces 2 dernières semaines avec des attaques terroristes sans but militaire. Les soldats ukrainiens, sur le front, ne sont pas touchés par ces coupures. Ce sont les foyers privés d'électricité et de chauffage qui en souffrent. Les civils ukrainiens souffrent, notamment les personnes âgées, infirmes et les enfants, qui ne combattent pas et veulent simplement survivre. La cruauté que la Russie inflige, ce sont ces personnes qui sont brutalisées de manière qui ne devrait jamais exister. Et que Poutine puisse contraindre l'Ukraine à négocier pour imposer des exigences maximalistes que l'Ukraine ne pourra ni ne devra accepter. Comme souvent, Poutine a sous-estimé le peuple ukrainien.
Comme l'a dit Valentina Vertoletskaya, qui est directrice adjointe et à qui le Guardian a parlé le 13 janvier, je pense que les Russes veulent nous briser. Il n'y a rien à faire. Alors nous devons survivre à ces problèmes. Ils veulent rendre les Ukrainiens en colère pour nous pousser à protester. Mais cela n'arrivera pas. Poutine devrait écouter des personnes comme Vertiletska. Il aurait aussi dû écouter. En septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a sévèrement averti, alors que l'Ukraine redoutait une hausse des frappes russes sur son réseau énergétique. S'il menace d'une coupure de courant, par exemple, dans la capitale ukrainienne, le Kremlin doit savoir qu'il y aura une coupure de courant dans la capitale russe. Volodymyr Zelensky a tonné à l'époque, avant d'ajouter que la Russie doit comprendre clairement que les pays civilisés se distinguent des pays sauvages en ce qu'ils ne commencent jamais les hostilités et ne sont pas des agresseurs. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont faibles. La Russie a constaté la force de l'Ukraine et la puissance de ses représailles, juste un jour après sa dernière attaque. Comme vous le verrez, Vladimir Poutine n'a pas pris l'avertissement de Volodymyr Zelensky au sérieux. Trop confiant ou insensible à la souffrance de son peuple, il en demande toujours plus. Le 20 janvier, le Kremlin a durci sa rhétorique et a intensifié ses actions. Reuters a rapporté que la frappe russe visait cette nuit-là des sous-stations essentielles à la sécurité nucléaire. Cela montre une escalade indiquant que la Russie ne craint plus de provoquer une catastrophe en Ukraine. La frappe du 20 janvier utilisait aussi missiles et drones, pour une valeur totale de 131 millions de dollars. Cela montre à quel point Poutine ignore les difficultés financières de son pays. Dépenser plus de 130 millions de dollars pour une frappe alors que le déficit russe atteint 70 milliards selon le renseignement ukrainien n'est pas une décision intelligente. Poutine nuit déjà à son peuple. Et le lendemain de l'attaque du 4 janvier, l'Ukraine a répondu aux actions de la Russie par des frappes de représailles rapides. Avant d'aller plus loin, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment idéal. Nous publions chaque jour des vidéos sur les récentes attaques à longue portée de l'Ukraine contre la Russie. Cette attaque était très impressionnante. La cible était Belgorod. L'oblast est l'un des plus proches de l'Ukraine en Russie, car il partage une frontière avec l'ennemi de Poutine, et a été utilisé comme base pour les assauts terrestres et aériens de la Russie. Depuis le début de la soi-disant opération militaire spéciale, en février 2022, Poutine et ses acolytes du Kremlin pensaient que la Russie n'avait pas à s'inquiéter pour les habitants de Belgorod. D'après la logique russe, l'Ukraine ne pouvait riposter. Peu importait alors que l'oblast compte des centrales électriques, des sites militaires majeurs et des centaines de milliers d'habitants. L'Ukraine serait détruite avant de rapporter la moindre trace de la guerre lancée par Poutine en Russie. 4 ans plus tard, nous pouvons voir à quel point ils se sont trompés. Et le 5 janvier, l'Ukraine a mis un point d'exclamation sur la stupidité arrogante de Poutine, avec une attaque aérienne, que les autorités de Belgorod décrivent comme la plus massive que la région, ainsi que la ville, qui porte le même nom, est connue à ce jour. Dans la guerre, dans ce que le Kyiv Post décrit comme une frappe énergétique œil pour œil, l'Ukraine semble avoir utilisé des armes HIMARS pour provoquer une série d'au moins 50 explosions. Cela a privé de nombreux habitants de Belgorod d'électricité et d'eau. Ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre, et dans ce cas, la plus grande cible de l'Ukraine a été la centrale thermique de Belgorod, ou TPP. Cette centrale, que Militani affirme être située sur la rue Pinvishno-Donetska, a été frappée à plusieurs reprises, probablement par des munitions tirées depuis des lance-roquettes multiples HIMARS. Les défenses aériennes russes n'ont pas pu stopper l'assaut ukrainien, la centrale thermique en étant la principale victime. L'Ukraine a aussi attaqué cette cible pour plusieurs raisons, reprenant les propos de Zelensky en septembre, sans viser la capitale russe. L'Ukraine a frappé une centrale qui fournit de l'énergie thermique aux quartiers centraux et nord de Belgorod. Il s'agit d'une centrale couvrant plus de 6% des besoins en chauffage de Belgorod. Cela signifie que la dernière frappe de l'Ukraine a mis environ 115 000 personnes à Belgorod, en danger de perdre leur accès au chauffage. Gander, rencontre Gousse, il frappe aussi fort que toi. Même si la Russie minimise souvent les frappes ukrainiennes, elle ne pouvait pas réussir ce vieux tour cette fois. Des chaînes Telegram russes, dont Astra pro-ukrainienne, ont vite diffusé des images des conséquences d'une nuit qui a rappelé à Poutine que la Russie n'est pas seule à avoir des armes dangereuses à longue portée. Dans une publication montrant des vidéos de l'attaque ukrainienne, Astra a signalé que la centrale thermique de Belgorod avait de nouveau été touchée par plusieurs frappes. Plusieurs districts ont connu des coupures d'électricité et d'eau. Les chaînes de surveillance indiquent que cette attaque fut parmi les plus puissantes. Selon des groupes publics locaux, au moins 50 explosions ont été recensées en ville. La vidéo présente divers aspects de l'attaque.
Dans l'une d'elles, on voit ce qui semble être un membre des forces russes, peut-être faisant partie de la garde frontière ou de la garde nationale du pays. Il montre certains des débris d'un des missiles qui ont frappé Belgorod le 5 janvier. Une vidéo met en avant des explosions accompagnées d'alarmes de voitures. Une autre montre un grand éclair dans le ciel. C'était probablement l'un des HIMARS ukrainiens, qui a porté un coup direct contre la centrale thermique de Belgorod. Les preuves sont apparues dès que l'Ukraine a frappé, la Russie n'a pas pu les cacher. Alors, à la place, les autorités de Belgorod sont passées dans une étrange combinaison de panique et de reproches envers les victimes, reconnaissant que l'Ukraine avait effectivement porté des coups directs sur certaines des installations énergétiques les plus importantes de Belgorod. C'est le gouverneur régional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, qui a affirmé que ce que Herzoblast venait de vivre était la frappe la plus massive sur Belgorod jamais vue depuis le début de la guerre. Aucune victime n'a été signalée. Cela montre la maîtrise ukrainienne des frappes de précision, sans cibler volontairement les civils. Mais Gladkov signale qu'un bâtiment public a brûlé. Owen. La Russie utilise encore son excuse habituelle. Des installations énergétiques sont endommagées. Nous collectons des informations. Les équipes d'urgence et les services de secours sont intervenus sur les lieux, a déclaré Gladkov, avant de faire une affirmation que nous avons trop souvent entendue lorsque l'Ukraine lance des attaques à longue portée réussies. Après le bombardement, une dépendance a pris feu. Les secours tentent d'éteindre l'incendie, provoqué par la chute de débris dans une cour de la ville. Nous l'avons dit, et répétons, l'Ukraine doit avoir les débris de drones les plus précis au monde. Gladkov a ensuite reconnu que les dégâts de la frappe ukrainienne étaient plus importants que ce qu'il avait d'abord déclaré. Le gouverneur régional a déclaré que des habitations, des véhicules et des infrastructures ont été touchés, les missiles ukrainiens visant plus que la centrale thermique de Belgorod. Plusieurs localités de la région de Belgorod, dont Borisov, Valiuski, Volonovski, Grivoron et Krasnoyarsk, ont été touchées et certaines zones se sont retrouvées sans gaz. Cela seul vous indique que l'Ukraine a réussi à atteindre précisément la cible qu'elle voulait toucher. Les régions manquent de gaz car la centrale thermique de Belgorod brûle. Vous pourriez croire que l'Ukraine attendra pour renvoyer cette attaque à Poutine. Après tout, la vengeance est douce quand l'ennemi tente de détruire votre pays. Cependant, l'Ukraine n'a pas encore commenté la frappe sur Belgorod du 5 janvier, préférant peut-être laisser la frappe parler d'elle-même. La Russie a démontré le 4 janvier l'inutilité des négociations de paix, tandis que l'Ukraine a prouvé sa volonté d'imposer la paix par la force. La seule chose que nous savons avec un certain degré de certitude à propos de cette frappe, en dehors de ce que l'Ukraine a visé, c'est cela. L'Ukraine semble avoir utilisé des HIMARS pour attaquer Belgorod, c'est ce qu'ont déclaré les autorités russes. Et l'utilisation de cette arme ne devrait surprendre personne qui suit la guerre. Belgorod, étant une région frontalière, se trouve bien dans la portée des HIMARS, surtout si l'Ukraine utilise les missiles Bloc IA disponibles pour les HIMARS. Ces missiles peuvent parcourir jusqu'à 100 km, soit environ 186 miles, et ils libèrent une charge de 300 sous-munitions en une seule salve. Ogive. Les HIMARS servent aussi à lancer des missiles Atacom. Si l'Ukraine a utilisé ce missile le 5 janvier, cela confirme aussi indirectement que les États-Unis ont dû approuver cette frappe sur le sol russe. Les États-Unis ont instauré en 2025 un mécanisme d'approbation limitant fortement l'usage des Atacom par l'Ukraine. En novembre, une frappe avec ce missile a suggéré que l'autorisation était à nouveau possible. Les États-Unis pourraient aussi avoir redonné leur accord le 5 janvier. Nous restons incertains, sauf si l'Ukraine donne des réponses, ou un dernier ajout à une nuit où la Russie a été frappée en représailles à ses attaques contre le réseau énergétique ukrainien. Après la frappe ukrainienne de janvier, TASS a relayé des commentaires du ministère russe de la Défense. Et cela ne vous surprendra pas. La Russie affirme avoir détruit la plupart, sinon la totalité, de ce que l'Ukraine a tiré, et n'a fait aucune mention de frappe ukrainienne ayant touché quoi que ce soit avec ses missiles. Les défenses aériennes ont détruit 2 bombes guidées, 30 et 1 roquette HIMARS américaines et 68 drones à voilure fixe, selon le ministère. Il a ajouté que l'Ukraine avait perdu 1335 soldats dans ce qu'il appelle la zone de l'opération militaire spéciale. Après tout, il est difficile de dire à quel point ces affirmations peuvent être prises au sérieux. TASS rapporte également que le ministère russe de la Défense affirme avoir détruit 170 avions ukrainiens et 283 hélicoptères du pays. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine n'avait que 116 avions de chasse avant l'invasion de Vladimir Poutine, et elle n'en a pas reçu plus de 550 depuis. Les plus cyniques d'entre vous pourraient dire que la Russie exagère un peu ces chiffres ici.
Il semble aussi un peu étrange que la Russie affirme soudainement infliger à l'Ukraine à peu près autant de pertes quotidiennes qu'elle en subit elle-même. En excluant les doutes sur les succès militaires, l'attaque de Belgorod par l'Ukraine ne relevait pas seulement de la vengeance ou de la destruction d'une centrale thermique. Comme l'a souligné New Sky en octobre dernier, chaque fois que l'Ukraine frappe Belgorod, elle envoie un message très fort au Kremlin. Le média cite Belgorod comme le talon d'Achille de la Fédération de Russie, en raison de sa frontière de 40 km, soit 24,8 miles, avec l'Ukraine. Les livraisons d'équipements et les rotations de troupes vers Louhansk et Kharkiv transitent toutes par Belgorod, faisant de cette ville un centre logistique clé pour les approvisionnements, les soldats et l'électricité sur les lignes de front en Ukraine. Traditionnellement, Belgorod n'est pas considérée comme l'arrière-pays profond de la Russie, uniquement parce qu'elle est située en Russie. Mais le statut frontalier de Belgorod la rend trop proche de l'Ukraine pour le confort de Poutine. Surtout maintenant que l'Ukraine dispose de missiles et de drones qui peuvent facilement atteindre pratiquement n'importe quel endroit de l'oblast. Ainsi, une frappe sur Belgorod impliquera presque toujours la destruction de cibles militaires légitimes. Mais tout aussi important, du moins pour l'Ukraine, de telles frappes ébranlent également l'arrière de l'armée russe. Comme le dit New Sky, Poutine veut que l'Ukraine sache que ses civils ne sont pas en sécurité. L'Ukraine fait savoir cela à Poutine. Il en va de même pour Belgorod et les soldats que la région sert grâce à ses centres logistiques. HIMARS s'est révélé être l'une des armes les plus efficaces de l'Ukraine pour cibler Belgorod. Selon la Russie, elle pourrait bientôt introduire une arme similaire dans la guerre. Le 5 janvier, les médias United 24 ont aussi rapporté que la Russie avait déployé une arme destinée à neutraliser le HIMARS, nommée Sama. Ce système de lance-roquettes multiples est censé être la réponse de la Russie au HIMARS, ce qui signifie qu'il offrirait vraisemblablement des capacités similaires au HIMARS à l'armée russe. Mais il y a un problème. La meilleure tentative russe pour imiter le HIMARS s'appuie sur un prototype vieux de 19 ans, le 8524 Karma. Ce système n'est jamais entré en production, et il n'est même pas sûr que le prétendu tueur de HIMARS russe puisse atteindre une cible encore moins rivalisée avec l'efficacité de l'arme américaine utilisée par l'Ukraine. L'Ukraine gardera un œil sur le Sama pour voir s'il peut faire ce que la Russie prétend. Mais en attendant, la vengeance a été prise et Belgorod brûle à nouveau. Poutine aurait dû écouter l'avertissement de Zelensky en septembre. Il y a de fortes chances que ce que l'Ukraine a accompli le 5 janvier ait été rendu possible grâce à une campagne d'1 an, menée par la dangereuse unité Alpha du service de sécurité de l'Ukraine. Rien qu'en 25, cette seule unité a infligé 4 milliards de dollars de dégâts aux défenses aériennes russes, créant ainsi une série de couloirs aériens sûrs pour les drones et missiles ukrainiens. Découvrez cette série de frappes dans notre vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur les attaques de l'Ukraine contre la Russie. Merci de votre attention.